Fidèles téléspectateurs et aimables téléspectateurs de Mondico Télévision, bienvenue au magazine Sociopolitique Tribune. Vous le savez, votre magazine reçoit pour vous les intellectuels, les citoyens congolais, les politiciens pour décrypter l'actualité politique. L'actualité est dominée par la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour cette occasion, nous avons le réel plaisir de recevoir une fois de plus sur ces plateaux Maître Olivier Nsonna. Il est donc coordonnateur national de la dynamique Congo pour un Congo fort, mouvement de veille patriotique, citoyen et républicain. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité. Bienvenue, Maître Olivier Nsonna. Merci, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Nous voulons avoir vos analyses, votre réflexion par rapport à l'actualité qui est dominée par la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Je l'ai dit tantôt dès l'entame, mais avant cela, comment se porte la dynamique pour un Congo fort, un mouvement de veille patriotique, citoyen et républicain? Eh bien, ça va, ça pourrait aller mieux. Nous étions aux élections, nous avons éliminé quelques candidats, ça n'a pas été, parce qu'effectivement, on n'avait pas achevé l'implantation du mouvement à travers la ville de Kinshasa, parce qu'on avait pour ambition la ville de Kinshasa, le Congo central et l'ex-Bandung. On n'a pas pu le faire. Là maintenant, bon, nous voyons 2028, nous avons repris les activités, chaque mercredi qu'on appelle mercredi politique. Et nous espérons être au rendez-vous de 2028. Courage pour cette lutte. Merci. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. On s'arrête pas ça, un marathon. Très bien. Abordons actuellement, présentement, l'actualité qui, j'ai annoncé ici, est dominée par la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Dans un contexte actuel, on a vu la démission du gouvernement avec à la tête d'affiche le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Et vous, en tant qu'avocat, je venais de le dire tout à l'heure lors de votre présentation, on parle de cumul de fonctions. Ils sont là pour gérer, expédier les affaires courantes. On parle de cumul, on est contre la loi. Vous, en tant qu'avocat, dites-nous en quoi est-ce que la décision du chef de l'État a péché? Bon, je ne pense pas que le président ait péché. Okay? Parce que déjà, on a essayé de monter en épingle la notion des affaires courantes. Cette notion, le président ne l'a pas inventée, cette notion existe. Okay? Plus simplement, vous prenez un vigile, le vigile qui travaille de 18 à 6 heures du matin, attend qu'on le relève. Et il ne peut pas quitter parce qu'il assure un service qui est continu. Donc si le remplaçant arrive à 7 heures, de 6h01 à 7 heures, il assure les affaires courantes. Okay. Il tient la baraque, comme on dit. Donc le président n'a pas inventé ce concept. Bon. De ce point de vue-là, il n'y a pas de violation. D'ailleurs, la loi est claire. Même en droit français, en constitution française, le président demande au Premier ministre d'expédier les affaires courantes. Vous comprenez. Et les affaires courantes, ça veut dire qu'en réalité, vous gérez, mais vous gérez les questions urgentes. Vous n'appelez pas une nouvelle politique. Okay. Vous ne nommez pas les gens. Vous comprenez. Et vous attendez le prochain Premier ministre. Mais là où il y a un problème, c'est le problème du cumul. Vous comprenez. Parce que certains membres du gouvernement ont été élus à l'Assemblée nationale provinciale. Ils se présentent d'abord, ils écrivent au Conseil d'État pour cumuler, rester. Ça a donné un effet assez désagréable. Ensuite, heureusement, ils ont été déboutés. Ensuite, ils demandent qu'ils soient validés. Bon, en réalité, s'ils sont validés, il faut que leurs suppléants prennent leur place. Ils ne peuvent pas être à la fois au gouvernement, à la fois à la Chambre basse. Or, j'ai l'impression qu'ils ont été validés. On a vu que l'aspect émolument, alors que le débat, c'est qu'ils ne peuvent pas être revêtus du statut de député national en même temps que celui de membre du gouvernement. Okay. Il faille, en bon droit, il faille qu'au niveau de l'Assemblée, selon suppléants, comme on appelle les gardes de siège, les gardes de place, il est là, il chauffe le siège. Et lorsque le prochain Premier ministre arrivera, le prochain gouvernement sera investi, c'est là que là, si certains ne sont pas reconduits, qu'ils vont aller récupérer leur siège. Ils vont devoir faire leur choix.
Mais j'ai l'impression que les suppléants ne siègent pas à leur place. Et là, s'il y a cumul, c'est une violation de la Constitution. Alors que le chef de l'État avait bien clarifié la question en disant qu'il n'y aura pas des émoluments. Oui, mais le président a pris l'aspect financier. Nous prenons l'aspect C'était ça aussi la crainte, parce qu'il faut réduire le train de vie des institutions. Bon, quand on cumule des postes, ça... Madame Ranta, je pense que cette Constitution, je disais il y a 2 semaines sur une chaîne doit être révisée. Concurrente, certains articles. Je considère que la Constitution n'a pas tellement failli. Même s'il y a beaucoup d'écueils, hein, ça il faut le dire. Attendez. Il y a certains qui pensent même qu'on a copié la Constitution française. Mais on a copié avec beaucoup d'erreurs. Déjà. OK? La procédure d'investiture. En France, on n'investit pas le gouvernement. Okay. C'est un vote de confiance. Ainsi, Mme Borne, qui vient de partir en France, qui est remplacée par M. Attal, elle n'a même pas eu besoin de passer. Mme Borne n'est pas passée pour être investie. Même pour le vote de confiance. Chez nous, on doit être investi par l'Assemblée nationale. Cela veut dire que le gouvernement procède de l'Assemblée nationale. C'est compliqué. Bon. Donc on se crée des problèmes pour rien. Bon, on a mis en place un régime d'une course effrénée au portefeuille. Vous avez un gars qui peut être candidat député national. Il prend le siège. Député provincial, il prend le siège. Il concourt au Sénat, il prend le siège. Il peut être ministre. Donc à l'Assemblée nationale, il laisse son suppléant. Provincial, il laisse son suppléant. Tout le même gars. Au Sénat, il laisse son suppléant et lui va ministre. Et là, maître, les suppléants sont les membres de famille. Pire, il peut être mandataire passif. Comme M. Lukulassi, je le cite, député, il est PCA. Mais là qu'on joue. Et nous tous on sait, et vous avez ces membres de famille. Vous avez vu avec Singhi Pouloulou. Ils sont nombreux. Et ça a commencé avec M. Kabila, ces affaires-là. Et M. Mende, par exemple, s'est retrouvé mandataire. Madame Inagossi, pareil. Mais maintenant, pour les escarcelles de l'État, Madame Ranta, parce que suppléant, ce n'est pas le voisin du coin, c'est une cousine, c'est ta soeur, c'est X, Y, Z. Donc en réalité, l'argent qui rentre, c'est dans la poche de Madame Ranta ou de Maître Sona. En tant que député national, en tant que député provincial, en tant que sénateur, en tant que mandataire passif. Ce n'est pas possible. Et cette course effrénée au portefeuille, c'est aussi un des cancers, une des gangrènes de cette Constitution. Il faut réellement changer cela. Il faut changer cela. Maître Olivier Sona est pour le référendum, pour réviser la Constitution de la RDC. Non, pas besoin de référendum, pas nécessairement. Il faut juste reviser certains non, mais écoutez, articles. La Constitution est claire, de la révision. L'initiative président de la République, ou nous, peuple, procurant de 100 000 personnes. Oui, on peut réviser la Constitution. Je pense que l'heure est venue de réviser certains articles de la Constitution. Surtout ces articles où, bon, je ne sais pas s'il s'agit des articles où on voit les candidats qui se présentent. Vous l'aviez dit ici, vous étiez candidat. Le suppléant, c'est votre femme. Deuxième suppléant, c'est votre fils ou votre fille. Finalement, on se retrouve dans un cercle où c'est les papas, c'est la famille qui se retrouve au finish. Et le citoyen congolais n'est là que pour regarder comment les familles s'enrichissent, pendant que beaucoup d'intelligence sont là. Les universités, parents, déversent autant d'intellectuels qui, malheureusement, n'ont pas de travail. Et en RDC, une réalité qui est devenue la politique, une carrière politique est devenue une profession. Oui, mais parce que, justement, Mme Ranta, nos partis politiques souffrent d'un dysfonctionnement. Et vous êtes un mouvement de veille patriotique. Tout à fait. Vous avez un rôle à jouer dans bien entendu, sur cette question. Tout à fait. Nous, c'est un mouvement citoyen. Parce qu'en réalité, nous partons du principe que l'élite a failli, que le peuple congolais doit s'engager dans cette politique. On évoquait hors antenne les plaintes. Nous sommes devenus plaintifs, nous, peuple. Trop plaintifs. Et on ne sait pas agir. Dans nos partis politiques. Alors que nous, peuple, sommes souverains. Mais encore faut-il le savoir. Et quand on le sait, il faut savoir actionner le levier de la souveraineté. D'accord? Mais quand je vois par exemple le dictat des chauffeurs des 207, c'est effrayant. Hein? Lorsque vous arrivez à l'arrêt,
Le matin, le trajet à 1000 francs. Le soir, le 1500 même trajet. ou 2000. Voilà. Pire, nos frères motards. Mais ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays. Je me chamaille chaque jour avec ces gens-là quand ils m'arrivent de prendre la moto. Je dis, en quoi vous aidez, vous, les chefs de l'État? Quand une bête course est à 1000, 2000, 3000 francs, vous demandez 3000. quand vous quittez Mamaboutou pour arriver chez vous ici à Pigeon, c'est 3000 francs. À moto. Et ils se disent, ah, Fatibé, Fatibé. Mais tu n'es pas le président, monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. Vous comprenez? Maintenant, le débat, nous, Congolais, mais si on a du mal à mettre de l'ordre, nous sommes dans un taxibus à 22. Moi, ça m'a toujours étonné, ce phénomène. À 22 ou 20, je sais pas, 24. Et c'est deux gars. Ils vous imposent Deux le gars. tarif. Moi, quand j'étais étudiant, on a failli tabasser ces gens-là, les gens de combi, à plusieurs fois. Parce que quand ils ont posé les prix, nous, on ne paye pas ce prix-là. Arrivé au rond-programme, on ne paye le prix normal. Mais aujourd'hui, les gens sont comme, quelqu'un me disait, est-ce qu'on n'a pas envoûté les gens par hasard? Quelqu'un me disait ça. Maître, tu penses qu'on a envoûté les gens? Parce que les gens sont, il y a cette apathie, il y a cette faiblesse. Mais on met beaucoup de virulence dans la plainte, pas dans l'engagement. Et ça vaut pour l'eau, ça vaut l'électricité, ça vaut pour... moi, je le rappelle souvent ici, pendant le coronavirus, aucune aide de l'État congolais aux commerçants de commerçants. L'année passée, on a suspendu... Nombreux ont fermé leurs affaires. On a fermé, non, déjà, il fallait... beaucoup ont fait faillite, mais à Matadi Kibala, on a pris une décision illégale d'arrêter toute activité économique sur la route de Matadi pendant plus de 6 mois. Silence radio. Je n'ai entendu personne à l'Assemblée provinciale à parler. Personne. Et lorsque on est parti en campagne, on a vu des gens, des députés, des candidats. Et certains même ont rempli, certains ont été élus encore. Il y a un problème. Il y a un problème, madame. C'est un problème de conscience ou c'est un problème de... Non, conscience déjà... d'insouciance. Bon, le problème de ce pays, c'est que on n'a pas la culture politique. Vous comprenez? C'est que quand vous n'avez pas appris à faire, vous ne savez pas faire. C'est ça le débat. Nous avons appris étudié les cours de civisme. Ça a nous initié à la gestion de la chose publique, comment il fallait gérer la cité, tout ça. C'est ça en dedans. Oui, j'ai l'impression... Malheureusement, même les élites ne savent pas faire entendre leur voix sur des choses... Vous savez, vous avez évoqué le cours d'éducation civique et politique. Vous évoquez par exemple les mécanismes de chef de classe, des bidèles. Oui, ça participe à une action. Mais il appartient aussi aux partis politiques de faire le job. Il appartient aux ASBEL de faire le job. Mais quand on voit l'ambiance qu'il y a dans nos partis politiques, vous avez évoqué le cas des suppléants qui sont les épouses, les enfants. Parce que au sein des partis politiques, les gens ne cotisent pas. Vous verrez, siège de parti politique, vous verrez grosse pancarte à l'image du président du parti. C'est lui qui finance la campagne électorale. Mais comment voulez-vous qu'il ne prenne pas son fils? Au finish. Comment veux-tu qu'il ne rappelle pas son fils qui est à Djobourg ou son fils qui est aux États-Unis d'Amérique pour être suppléant ou suppléante? Parce qu'au sein du parti politique, récupérer... il y a un mais bien entendu, il y a un dysfonctionnement. Il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques. Mais les ASBEL, vous entendez ici, oh, société civile. Allez voir comment ils fonctionnent, leur siège. Ça se résume à lui, président. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez. Hein? C'est là qu'on a eu, ça fait 10, 15, 20 ans. Ce même gars, est-ce qu'on vote? Est-ce qu'il fait des rapports? Comment voulez-vous que ces gens-là puissent peser comme compte au pouvoir? Donc, en fait, en réalité, on a un problème sérieux des facteurs qui font qu'un État puisse être démocratique. Mais l'acteur, le peuple, est déconnecté. Les partis ne font pas le job. Vous-même, les émissions de télé, combien d'émissions réellement sensibilisent sur les droits des citoyens, sur leurs devoirs? Combien d'émissions? Rien du tout. À part peut-être les différentes politiciens, différents politiques qui passent à la télévision, qui parlent de l'actualité. Mais combien vulgarise la Constitution? Combien vulgarise? Article par article. L'article 1er, l'article 2e. Combien le font? On peut le faire pendant 5 minutes. Vous pouvez créer une rubrique, 5 minutes. Un article
5 minutes. À l'antisémitisme, il y a plein de spécialistes qui pourraient dire que veut dire quand on vous dit par exemple les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles sans préjudice, etc. Ça veut dire quoi l'article 15? Là, sur l'article 64, souvent les gens l'évoquaient, l'article 64, on pourra en parler. On pourra en parler. Il y a beaucoup d'articles ici qu'on peut en parler. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer résidence, de le quitter, d'y revenir. Est-ce qu'on peut en parler? Vous avez appris que Moïse Katumbi a été empêché d'aller au Bas-Congo. Oui. Et j'ai entendu des gens dire « Ah non, on doit l'autoriser à Congolais ». Madame Ranta, vous et moi après l'émission pour prendre un taxi ici, on va à Kassangou, on va à Matadi. Bon, sous réserve que monsieur autorise, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est que nous sommes Congolais. Je prends un transport et je vais à Kikwit. Sans autorisation, je n'ai pas besoin de sauf-conduit. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens, des juristes qui sont passés, je vous dire non, le gouvernement l'a autorisé, non. On empêche un Congolais, comme la présidente publique, de circuler librement dans son pays. Il y a un souci. Voilà, l'actualité, c'est aussi l'appareil judiciaire. Où le chef de l'État lui-même parle de dysfonctionnement. Je cite, il dit la justice de notre pays est malade. Alors que c'est lui, les garants de la nation, qui devriez donner l'impulsion à cet appareil judiciaire. Vous êtes avocat, votre lecture là-dessus? Je ne voudrais pas commenter. Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai suivi le briefing du président de la République, hein, je vais commencer par là. Ça m'a laissé, en fait, comme tu dirais, un goût de cendre dans la bouche. En résumé, le président ne répondait pas aux préoccupations des Congolaises et Congolais. Il ne répondait pas à leurs préoccupations. Vous comprenez? Moi, j'étais scandalisé, je le dis, hein, scandalisé, quand j'apprends que c'est nous, Congolais, qui sommes à la base de l'inflation. Lorsqu'il y a une surchauffe du dollar par rapport au franc congolais, on dit c'est nous, peuple. C'est nous aussi parce que on considère le dollar comme une valeur refuge. Madame, pour épargner, il faut en avoir. Mais les Congolais, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le matin sans un franc. Et c'est peut-être vers midi 13h que s'ils attrapent quelque chose, ils peuvent faire un M-Pesa ou un Orange Money. Pour que les enfants aient à manger. Pour que je considère le dollar ou l'euro comme une valeur refuge. Il faut en avoir suffisamment. Pour épargner, comme épargner. Ou thésaurise. Parce qu'ils ont l'impression. Ceux qui sont dans les affaires. Voilà. Donc je pense qu'en réalité, nous on attend des solutions du gouvernement. Nous, peuple congolais. On attend des solutions du gouvernement par rapport à l'électricité. La nation numéro 1 au niveau du rond-point Gaba, c'est pratiquement une année. J'en parle à la télévision, nous en parlons à la télévision, il n'y a aucune solution. Vous comprenez? On a vu dernièrement le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, lancer les travaux dans la cité Mama Mobutu. Apparemment, c'est un éveil juste à la fin de son mandat. Les travaux à quel niveau? Il a juste lancé, il me semble que dans la cité Mama Mobutu, la voirie n'est pas en bon état, alors il faudra réfectionner, réhabiliter. Bon, je suis assez étonné. J'ai vu aussi le ministre du ITPR et monsieur... Il a quand même initié plusieurs chantiers. Il y a le rond-point Gambela. Nous avons parlé aussi de l'avenue Kassavubu, tronçon compris entre l'avenue du Commerce et prolongé jusque vers Croix-Rouge, quelque chose comme ça. Il y a des travaux quand même qui sont en train d'être initiés. Bon, si on fait du saupoudrage, madame, vous pensez que les routes de la cité Mobutu sont plus importantes que la nationale numéro 1? Moi, je veux bien. La nationale, ça, c'est l'apanage du gouvernement central. Je m'adresse aux dirigeants de ce pays. Okay. Au niveau central, au niveau provincial. Okay. Je ne peux pas comprendre que la route la plus importante du Congo, qui va de Mwanda jusqu'au Katanga, la zone numéro 1, traverse le Congo central, Kinshasa, Bandundu, jusque... et soit dans cet état-là. Surtout, tronçon Kinshasa. Rond-point. Des poids lourds font une déviation dans le quartier dit Rigini. Vous vous rappelez Rigini? Déjà, c'est une agglomération. Les poids lourds ne peuvent pas y accéder. Un long véhicule ne peut pas y accéder. Il le fait pendant des mois et des mois. Mais vous voyez des autorités de ce pays
aller à Bandal pour les routes de Bandal. Il faut être sérieux, 2 minutes. Le problème, est-ce que... Certains empruntent même la nouvelle, la Elingesa. D'accord. Pour atteindre Gambela, voilà. Victoire. Encore que ce n'est pas accroché, le pont, jusqu'à pose problème, s'il pleut, on a des problèmes. Mon problème, c'est en termes de planification et en termes de priorité. Quoique dans ce pays, il y a les priorités de priorité. Mais des routes qui sont, je veux dire, nécessaires. Essentielles, pas seulement à Kinshasa, même au Congo. J'ai vu des routes à l'est, là. J'ai des fiers de certains ministres ici. Députés, là-bas, à l'est. C'est effarant. On dit comment ils font? Comment on fait? Et puis ils vont en campagne, je ne sais pas quel. Ils sont votés par leurs cousins. Et ils sont réélus, pour la plupart. Ils sont réélus pour la plupart. Bizarre. Bizarre. Très bien, nous continuons notre émission. Il y a Augustin Kabouya qui avait été nommé informateur par le chef de l'État dans le but d'identifier la majorité parlementaire à la Chambre basse du Parlement. Il était arrivé presque à la fin de sa mission. Il est allé déposer le rapport préliminaire de sa mission, bien qu'il y a eu des choses pour lesquelles il faudra revoir, rectifier. Le chef de l'État lui a donné certaines recommandations afin de compléter son rapport. Aujourd'hui, on parle d'une formation d'un gouvernement qui va venir après la réélection de Félix Tshisekedi. Quel est, selon vous, le profil de celui qui doit être formateur de ces gouvernements? Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer ici, problème de route, problème de ceci, problème de cela. Mon Dieu. Mon Dieu. Profil, c'est difficile, vous savez, c'est difficile parce que j'ai vu au poste du Premier ministre de 2006 à ce jour des hommes compétents, même dans le gouvernement. Mais lorsque ils entrent en scène, lorsqu'ils gèrent la République, c'est chaotique. C'est chaotique. Peut-être, je dirais, avoir la fierté. Peut-être c'est cela aussi. Parce que moi, dirigeant de ce pays, officiel, ministre, Premier ministre ou gouverneur, quand je reçois mes homologues, parce que nous recevons les amis qui viennent de l'extérieur, nous recevons les avocats qui viennent de l'extérieur, mais on a honte, je suis désolé, on a honte. Vous comprenez? On a honte. Et quand ils débarquent chez nous, alors Paul Ndjili, on traverse la ville, quartier A, et vous regardez leur visage, on dit, mais enfin, c'est gênant. C'est très gênant. Et je me dis, mais pourquoi nos autorités ne se gênent pas? Beaucoup d'autres... Alors qu'ils voyagent, hein, ils font de... Et ce qui est effarant, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu en Europe, ils pourraient tout simplement imiter ce qu'ils ont vu là-bas. Au moins commencer quelque part. Imiter. On les a appelés les warriors. La propriété, enfin, moi ce qui me dépasse, pourquoi on donne l'impression qu'il n'y a pas de loi dans ce pays? C'est ça que je ne comprends pas. Alors que ce ne sont pas les lois qui manquent. C'est qu'on a du mal, on roule n'importe comment, Kinshasa. On vous dépasse à gauche, on vous dépasse à droite. Les motards, c'est un cancer dans cette ville. Imprévisible. Vous comprenez? Bon. Les bouteilles en plastique, on ne sait pas les gérer. Nos canalisations sont devenues des poubelles. Mais attends, est-ce que nous avons les chefs d'ordre, des chefs de quartier, des bourgmestres? Heureusement, pour cette fois-ci, nous avons des conseillers communaux. Non, mais écoutez, oui, mais le débat... Qui seront là avec nous à la cité pour gérer nos communes. Avec quel argent? Quand vous posez la question à un bourgmestre, il vous dit, je n'ai pas de cash. Ils n'ont jamais été, ils ne sont pas payés. Pour et le budget est modique. Vous pensez qu'on va donner un budget? Il y aura un budget pour les assemblées? Ils vont voter un budget, je crois. Mais est-ce que vous pensez qu'ils auront des ressources? En fait, c'est ça le débat. Moi, ce que je demande seulement à nos dirigeants, de l'amour de ce pays, de la fierté. Vous savez, Mobutu avait reçu le président Adema. Le Congo, enfin le Zaïre à l'époque, c'était le premier pays de l'Afrique noire, au sud du Sahara,
qui avait des mirages. Et il y avait un défilé. Et Alema demande, à Mobutu, tu as loué des pilotes français? Il dit non. Ce sont des Aïrois. Cet homme était fier. Mobutu était fier. Nous devons avoir des dirigeants fiers dans le Grand Congo. Mais le Grand Congo, ce n'est pas seulement des discours. On doit bomber le torse. On a des belles villes, des belles routes. Et que les salaires de gens soient des salaires décents. Qu'on inverse cette tendance où ce sont les politiques qui pompent le 2 tiers du budget de l'État. Et les autres prennent des miettes. Il faut qu'on inverse cela. Le train de vie du gouvernement, ce train de vie doit changer. En termes de salaire, de primes, en termes de frais de fonctionnement, c'est exorbitant. C'est exorbitant, mais on en parle, mais on ne fait rien. On ne fait rien, c'est des millions de dollars. Moi, parfois, je me dis, mais comment ils font? Quand ils donnent des millions de dollars, ce n'est pas l'argent de Monopoly. Des primes comme ça. Pourquoi on n'inverserait pas cela? Parce qu'en réalité, les débats, les gens ne demandent qu'à vivre, normalement. Mais tout le monde ne rêve pas de la Prado. Tout le monde n'a pas envie de vivre à plusieurs ici. Pas besoin. Mais vivre seulement décemment. Les maisons de Matete là, les gens ils vivaient heureux à l'époque. Les maisons. À Lemba en 57, lorsque vous avez un crédit, un fonds d'avance, vous avez le crédit à Lemba, c'est ça, on commence en 57, hein. C'était fièrement que les jeunes cadres occupaient ces maisons. Donc les gens ne rêvaient pas seulement de Bakampa à l'époque. Non. Il avait un crédit à Lemba, à Vandal, à Matete, à Kalamou. Les gens se contentaient de cela. Que demande le peuple? Pas si grand-chose. Est-ce qu'on peut faire un peu de solidarité? La Bible dit, certes était l'abondance, mais d'autres ne manquaient de rien. Mais là, il s'agit maintenant de l'argent du Congo démocratique. C'est de notre argent. Je veux bien, ministre, on parle de 21 000. Mais avec 5 000, 7 000... Qui va passer à 33 000. J'espère que non. J'espère que non. Si c'est documenté cette affaire-là, ça ne passera pas, madame. Ah non. On attend. Si c'est documenté, ça ne passera pas. Très bien, maître Olivier Sona. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire. On ne peut pas clore cette émission sans en parler. Et le combat qui se poursuit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comment éradiquer ces phénomènes, cette guerre qui a presque duré 3 décennies en RDC? Je n'ai pas de solution, madame. Je n'ai pas de solution. Parce que le chef de l'État, il dit il compte sur la paix et non pas l'option de la guerre n'est pas prioritaire pour l'instant. Il faudra, d'ailleurs, il y a une rencontre entre notre président et le président Lourenço qui a été désigné médiateur par l'Union africaine pour consulter les deux parties, le Rwanda et la RDC. Ce qui serait simple, c'est la guerre. Nous sommes déjà en guerre. Ok. Mais à un moment donné, comme on dit, on piétine un peu. Parce que quand on prend Bunagana et le reste là-bas, c'est qu'il y a quand même plus de 500 jours d'occupation. Vous comprenez? On se bat à Saké, mais Saké, c'est pas loin de Goma. Ok? Il y a même des bombes qui ont... Bien sûr. Ouais. Donc moi, je n'ai pas la solution. Pourquoi je dis que je n'ai pas de solution? Parce qu'en réalité, la situation est complexe. Le problème est connu. Le problème est connu. Ce sont les richesses du pays. Le président Lavi, il a bien dit le président Lavi. Avec l'accord d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda, ça s'éprouve noir sur blanc que ce sont nos richesses qui sont convoitées. Et les multinationales ou les multinationaux, ce sont eux qui en profitent. Non, ça au moins. Et là, le chef de l'État les a appelés les recelaires. Au moins, ce qui est intéressant avec le président de la République, c'est que finalement, il a pu démontrer que cette guerre, c'est une guerre par procuration. Quand certains faisaient croire que c'était une affaire congolo-congolaise, le président a démontré. Document appui. Mais un document, ce n'est pas un document écrit par les Congolais, hein, par les Nations Unies, que sont le Rwanda, financé par les multinationales, qui pillent un pays. Et pour eux, ce serait même intéressant, d'ailleurs, carrément, que
on balkanise ce pays-là, que l'Est glisse, soit vers le Rwanda, où on crée un État indépendant. On a vu ça en Somalie, hein. On a coupé le Soudan aussi. Donc voilà, donc le schéma est connu. Tout le monde est d'accord que c'est le Rwanda. Maintenant le débat, comment on s'en sort? Ce serait simple, être en mode guerre. Mais une guerre, ça se prépare. Il se trouve que cette affaire-là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que M. Félix Tshisekedi fait, Kabila l'aurait fait il y a 10 ans, on aurait beaucoup de résultats. Il fait ça il y a moins de 3 ans. En moins de 3 ans, il y a des victoires fantastiques au niveau diplomatique. Il a défait les 23. Exactement. Maintenant, le débat, oui, c'est simple de faire la guerre. Simple à dire, mais il y a les faits. C'est pas aussi simple. Mais ce qui est à dire, je voulais le marteler, la solution, c'est pas casser l'ambassade de France, États-Unis, États-Unis, c'est pas la le solution. siège de la MONUSCO. La solution, c'est pas ça. Il faut éviter, c'est pas vrai. La solution, c'est pas dire aux gens fermez boutique, parce que le Congo ne peut pas fonctionner, ok, en autarcie. Il suffit seulement de couper, je dis un truc simple, hein, le SWIFT des banques. Le SWIFT, c'est un terme technique, c'est le mécanisme qui permet les transferts internationaux. Ce n'est pas un truc congolais. Vous les coupez, on revient au Moyen-Âge. Tout bêtement. Donc, mais ceux qui font ces choses-là doivent réfléchir un peu. D'accord. Maintenant, le débat, c'est que comme on a dit ces choses, nous demandons, la dynamique demande, comme M. Macron vient de le faire en France, la conférence sur l'Ukraine, qui est une conférence internationale sur le Congo démocratique, sous le parrainage des États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que les accords de Kabila avec les anciens rebelles, là, on ne le dit pas suffisamment, c'était un coup de fil des Américains à Kagame. C'était 500 millions de dollars attendus par le Rwanda. On dit stop. Il a stoppé. Mais ça, c'est connu. D'accord? C'est connu. Maintenant, c'est cette conférence, nous la demandons. Si elle ne se fait pas, parce que le monde civilisé, la communauté internationale fait preuve d'hypocrisie, elle sait bien faire preuve d'hypocrisie. Vous vous souvenez qu'il y a eu un génocide en Yougoslavie en 92. En Europe, s'il vous plaît. En Europe. On a massacré les gens en Europe, Yougoslavie. Au vu au su de tout le monde. L'Union européenne regardait, Bill Clinton regardait. Donc, cette guerre, l'avantage que nous avons avec le président de la République, c'est qu'il nous a évité l'hypothèse de la guerre oubliée. On aurait été foutu, hein, si la guerre était oubliée. On peut faire 50 ans comme ça. Alors on se bat à l'est du Congo. Non. Le président a démontré que cette affaire-là, c'est un complot international. Maintenant, oui, je suis d'accord avec le président qu'il favorise d'avoir de la paix. Okay. Maintenant, si non, on n'est pas entendu, eh bien, je pense à Mosé Laurent Kabila, il faudra se prendre en charge. Il faudra réellement que le Congo soit en mode guerre. En mode guerre, on voit il y a un ex-député national qui s'est rallié à l'Alliance Fleuve Congo. Il s'agit de Jean-Jacques Mamba. Mamba. Est-ce de frustration ou prendre les armes contre son pays? Je vais vous dire un truc. Opportuniste. Nous avons des opportunistes. Le débat, ce n'est pas le pays. Le débat, c'est lui. Les morts de Goma, pour eux, c'est une comptabilité, c'est une statistique. Vous comprenez? Mais les gens, pareil, il y en a beaucoup. Attendez. Qui ont rejoint le RCD Goma? L'histoire se répète. On oublie cela, l'histoire se répète. Le même RCD Goma avait abattu un Villeli. On semble l'oublier. En fait, ce pays, c'est que, en fait, le débat, c'est que j'aimerais que les historiens, mais vous de la presse, ils puissent rappeler les faits quand même. Parce que Mouzé avait dit, si on ne combat pas Kagame, nous serons les esclaves de Kagame. Mouzé l'a dit. On a combattu Mouzé,
on l'a assassiné, on a cru que bon, le mal était passé. Ah non. Le complot, on le déroule depuis 2001. On le déroule depuis 2001. Mais lui, il vous dit depuis longtemps. C'était un projet très bien préparé. Exactement. Maintenant, le débat pour nous, malheureusement, on court derrière et on fait ça assez bien. Moi, même si c'est vrai, les gens critiquent sur le tout là, on fait le job. Au niveau diplomatique, on fait le job. Mais maintenant, le débat, c'est que vous avez des gens qui sont de très mauvaise foi. Mais en politique, c'est de bonne guerre. J'appelle ça de mauvaise foi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un disait, c'est un parlementaire belge, ça m'étonne d'ailleurs de sa part, un parlementaire belge qui vous dit, est-ce que la vie d'un Congolais vaut la vie d'un Ukrainien? Le débat, ce n'est pas deux vies, c'est un problème d'intérêt. Et Macron a répondu à cette question, M. Macron a dit quoi? La défaite de l'Ukraine, c'est la défaite de l'Europe. Oui. Il s'agit de notre sécurité. Oui. M. Macron ne dit pas ça pour le Congo. Non. Pour Macron, il peut manger son croissant, c'est un milieu de lui. Hein, il y a Mme Brigitte, le croissant, le café, ils ne sont pas là. Mais oui, pour l'Ukraine, parce qu'il s'agit d'eux. C'est l'Europe. De l'Europe. C'est ça le débat. Il faut que nous comprenions cela. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Israël, mais faisons un peu comme Israël. Occupons-nous de nos problèmes. Et je terminerai par dire, madame, mais pour arriver à bout de cette affaire, les Congolais doivent être sérieux. Parce qu'il y a des causes endogènes aussi. Nous avons des traîtres parmi nous. Il faut faire d'abord le toilettage au niveau du Congo. Entre nous frères. Parce que ce sont les autres, nos frères qui ouvrent la porte pour que l'étranger entre et nous tue. Maître Olivier Sona, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Tribune. Un dernier mot avant de nous séparer. Vous êtes quand même un mouvement de veille de conscience, un mouvement patriotique. Dites-nous, c'est que comment les Congolais, les citoyens congolais doivent se tenir face à cette situation qui prévaut à l'est de l'RDC. Madame Morantin, moi je voulais vous remercier pour cette tribune parce que nous allons réellement commencer, aussi bien par votre presse que dans les quartiers, pour dire aux gens comment un État fonctionne, mais comment un citoyen doit se comporter. C'est important. L'éveil citoyen, l'éveil patriotique, on n'a que ce pays. Okay. Vous comprenez? Et moi, on a un slogan d'ailleurs, on dit to bois kangoun, to qui n'exile, to bois kangoun. On n'a que ce pays. Quoi. Et maintenant, le pays, on ne le vend pas. Là, il n'est pas vendre. Hein. On ne le vend pas. Mais par contre, on mettra hors jeu. Et le chef de l'État qui dit aucun centimètre ne sera cédé. Centimètre carré. Centimètre, c'est la boule. Centimètre carré. Centimètre carré. Ok. Aucun centimètre carré ne sera cédé. C'est cette ville-là. J'aimerais rappeler, hein, 2 335 409 km². Voilà. C'était Maître Olivier Sona. Peut-être Rwanda. Giseni. C'était Maître Olivier Sona, coordonnateur national de la dynamique pour un Congo fort. C'était avec lui que nous avions plutôt débattu sur l'actualité qui avait été dominée par la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous avoir suivis très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.